La nuit où mon père a prononcé ces mots, mon corps est resté complètement immobile avant que mon esprit ne puisse reconnaître l'ampleur des dégâts qu'une seule phrase pouvait causer. Je m'appelle Chloé, et j'avais 27 ans lorsque j'ai réalisé que même les familles qui semblent stables de l'extérieur peuvent vous détruire sans avertissement. Jusqu'à cet instant, je croyais sincèrement que le lien du sang signifiait protection et que le silence signifiait paix. Mais je m'étais trompé d'une manière qui semblait définitive. Je suis entré dans le salon, m'attendant à une brève conversation sur les plannings de responsabilité ou sur des choses qui n'étaient pas assez importantes pour changer le cours de ma vie. Au lieu de cela, l'atmosphère était contrôlée et calculée, comme si la pièce elle-même avait déjà décidé que je n'étais pas à ma place. Papa m'a regardé et a dit, dans cette famille, tu n'as plus d'importance. Ma poitrine s'est serrée immédiatement tandis que mon corps se figeait, car mes instincts avaient compris la menace avant que mes pensées n'aient eu le temps de réagir. Je l'ai regardé et j'ai dit, répète cela lentement. Papa n'a pas hésité, et il n'a montré aucune émotion, car il avait déjà décidé qu'il n'avait pas besoin d'adoucir l'impact. Il a dit, tu m'as bien entendu. Nous avons fini de faire semblant que tu es importante ici. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, et aucune hésitation dans son ton. Ce ton posé rendait les mots plus lourds parce que la cruauté silencieuse ne vous donne pas l'espace de vous défendre ou l'occasion de riposter. Dans ce silence, j'ai senti quelque chose en moi se déplacer sans mon consentement. Ma place dans cette famille n'a pas été débattue ni discutée. Elle a été effacée d'une manière qui semblait organisée et définitive. À partir de cet instant, j'ai cessé de faire confiance à l'espace que j'avais autrefois appelé maison. J'ai cessé de croire que la loyauté me protégerait ou que l'effort me rendrait visible. À partir de cet instant précis, j'ai cessé de leur donner mon temps, mon attention et mes ressources parce que j'ai compris que rien de ce que je donnais ne serait jamais suffisant. Et quelques jours plus tard, ils m'ont supplié de revenir. Mais j'ai refusé. Soyez honnête. Si votre propre famille vous disait cela, vous battriez-vous pour rester ou choisiriez-vous de partir? Et comment pensez-vous que ce choix changerait votre avenir? Commentez votre réponse. Cette nuit-là, la maison n'avait pas l'air différente au premier coup d'œil, mais le sentiment familier d'appartenance se dissolvait doucement tandis que je traversais chaque pièce et sentais une résistance qui n'avait jamais existé auparavant. Chaque pas semblait légèrement déplacé. Chaque petit son portait un poids qui ne s'annonçait pas ouvertement, et l'air autour de moi maintenait une tension qui donnait l'impression, même pour des mouvements simples, que je franchissais une limite que personne ne voulait expliquer. J'ai essayé de conserver mes routines normales parce que la structure semblait plus sûre que la confrontation. Pourtant, la manière dont les gens réagissaient à ma présence a changé de manière subtile mais indéniable, rendant le silence plus bruyant que les disputes passées. Les voix s'adoucissaient lorsque j'entrais dans les espaces communs. Le contact visuel disparaissait juste avant de se stabiliser. Et les pièces qui semblaient autrefois ouvertes commençaient à ressembler à un territoire que je n'étais autorisé à emprunter que pour de courts instants. J'ai continué à m'asseoir sur la même chaise, même si je ne sentais plus qu'elle m'appartenait. Ma belle-mère, Isabelle Dumas, a commencé à ajuster de petites choses dans la maison d'une manière qui semblait mesurée plutôt qu'utile. Et après cet instant, je ne l'ai appelée que Isabelle. Elle déplaçait les objets que j'utilisais quotidiennement vers des endroits auxquels je ne m'attendais pas, modifiait les horaires partagés sans me les mentionner et corrigeait les petites habitudes avec une autorité calme qui ne laissait aucune place à la discussion. Rien de ce qu'elle faisait ne semblait dramatique de l'extérieur. Pourtant, la constance de tout cela portait une intention qui devenait lentement plus lourde avec le temps. Mon jeune frère, Lucas Dumas, a commencé à s'éloigner d'une manière qui semblait délibérée plutôt qu'émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pensé à lui que sous le nom de Lucas. Il a cessé de croiser mon regard dans les couloirs étroits, évitait de s'asseoir près de moi pendant les repas et trouvait des raisons discrètes de quitter une pièce chaque fois que j'entrais, ce qui rendait le silence entre nous calculé plutôt que naturel. Il n'a jamais dit quoi que ce soit de méchant, pourtant la distance s'est accrue d'une manière qui semblait s'être exercée avec le temps. Au lieu de réagir, j'ai déplacé mon attention vers l'observation et la compréhension tranquille, car réagir leur aurait donné le contrôle de l'atmosphère, tandis qu'observer me permettait de rester stable dans un endroit qui devenait stratégique. J'ai commencé à remarquer le timing au lieu du ton, le placement au lieu de l'intention, et les schémas au lieu des excuses, ce qui m'a permis de développer une conscience sans révéler ma confusion. J'ai mémorisé la manière dont les regards rapides se déplaçaient lorsque mon nom était mentionné, le petit délai avant les réponses lorsque je parlais, et la façon dont le silence s'accumulait lorsque je restais un peu trop longtemps dans une pièce. Un sentiment subtil de quelque chose de caché a commencé à se former derrière leur comportement,
et cela semblait moins lié à moi qu'à quelque chose d'urgent que je ne pouvais pas encore définir. Des papiers ont cessé d'apparaître dans les zones communes où ils étaient habituellement laissés. Nonchalamment, les portes restaient fermées plus longtemps que d'habitude sans raison claire, et les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque des pas approchaient, ce qui créait un schéma impossible à ignorer. J'ai choisi de ne confronter personne à ce moment-là parce que je n'essayais plus d'être comprise, et poser des questions me semblait moins utile que d'observer tranquillement. À la fin de cette nuit, j'ai compris que je ne faisais plus partie du rythme émotionnel de la maison. Non pas parce que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre, mais parce que la structure de l'attention avait changé sans avertissement ni consentement. Je n'ai pas pleuré, ni élevé la voix, ni exigé d'explications parce que je sentais que les réponses ne viendraient pas librement, et les forcer ne feraient que me donner des mensonges plus doux au lieu de la dure vérité. Je suis resté immobile dans mon propre espace et j'ai regardé les gens s'adapter lentement à une version de la maison où ma présence n'était plus traitée comme quelque chose de central ou de nécessaire. 3 jours plus tard, le silence semblait organisé. Au 3e matin, la routine à l'intérieur de la maison est devenue quelque chose de plus froid et de plus délibéré. Papa se déplaçait dans les espaces communs sans me regarder, non par colère ou irritation, mais d'une manière qui semblait exercée, comme si ma présence ne nécessitait plus de reconnaissance directe. Quand il parlait, ses mots visaient au-delà de moi au lieu de moi de brefs échanges sur les horaires, les courses, ou le travail qui n'incluait jamais mon opinion ou ma contribution. J'ai remarqué comment sa chaise tournait légèrement loin de moi à table, non par accident, mais par de petits mouvements répétés qui faisaient partie de la structure de la pièce. Ce même après-midi, je suis entré dans le salon et j'ai réalisé que mes effets personnels avaient disparu. Les livres que je gardais près du fauteuil avaient disparu. La couverture que j'utilisais tous les soirs ne reposait plus sur le canapé. Même la petite tasse en céramique que j'utilisais toujours avait disparu de l'armoire de la cuisine. Isabelle n'a pas mentionné les changements, n'a pas demandé la permission, n'a pas expliqué la raison, et quand j'ai regardé les espaces vides, j'ai compris le message sans avoir besoin de mots. La maison devenait un endroit où ma présence était temporaire, même si mon nom restait sur les responsabilités familiales. J'ai testé de petites décisions pour voir ce qui m'appartenait encore de contrôler. J'ai ajusté le thermostat une fois et j'ai remarqué qu'il revenait à son réglage précédent en quelques minutes. J'ai déplacé une chaise dans la salle à manger et je l'ai trouvée remise en place plus tard cette nuit-là. J'ai changé la position d'une lampe dans le couloir et je l'ai vue disparaître entièrement au matin. Ce n'étaient pas des disputes. Il n'y avait pas de voix élevées. C'était plus silencieux que cela. C'était systématique. Pendant le dîner du 3e soir, j'ai tenté de me joindre à une conversation sur les projets du week-end. Papa n'a pas répondu à ma question. Isabelle a répondu comme si je n'avais pas parlé, décrivant des arrangements qui ne m'incluaient pas sans hésitation. J'ai observé la façon dont Lucas évitait les limites de mon champ de vision, comment sa fourchette bougeait plus lentement chaque fois que je parlais, comment il fixait son assiette plutôt que de risquer un contact visuel. J'ai ressenti l'absence d'hostilité directe, ce qui était plus troublant que tout conflit ouvert, car cela signifiait que la décision concernant ma place avait déjà été finalisée par quelqu'un d'autre que moi. Plus tard cette nuit-là, en passant devant le bureau à domicile, j'ai remarqué une pile de courriers non ouverts sur le coin du bureau. Une enveloppe était légèrement à l'écart des autres, pliée d'une manière qui semblait précipitée. À l'intérieur se trouvaient des avis qui ne m'appartenaient pas, des relevés liés à des soldes impayés, un avertissement concernant des échéances à venir, une lettre avec des phrases en gras concernant les examens de compte et les calendriers de paiement. Je n'ai pas tout ouvert. Je n'en avais pas besoin. Le schéma s'est immédiatement distingué parce que le stress laisse des empreintes même lorsque les gens croient l'avoir bien caché. J'ai remis les papiers exactement où ils étaient sans perturber leur alignement. Mais le poids de ce que j'avais vu ne m'a pas quitté. J'ai commencé à relier de petits détails, des appels téléphoniques chuchotés et interrompus lorsque j'entrais dans une pièce, des bruits de clavier tard le soir derrière des portes closes, des conversations qui s'arrêtaient au milieu d'une phrase chaque fois que j'approchais. Personne n'essayait de me faire peur. Personne ne voulait de confrontation. Ils essayaient de garder le contrôle tout en prétendant que la structure tenait toujours. Cette réalisation s'est installée plus profondément que la peur. Je ne perdais pas ma place dans la famille par accident. Le système était en train d'être discrètement repensé. Je pouvais sentir les bords de la nouvelle structure se former autour de moi, se resserrant d'une manière qui ne laissait aucune place à la négociation. J'ai cessé d'essayer de réparer quoi que ce soit. J'ai cessé de demander où était ma place. J'ai commencé à observer ce qu'il protégeait,
ce qu'ils cachaient et ce qu'ils craignaient de voir devenir visible. Le silence ne semblait plus vide. Il semblait être conçu. Une semaine s'est écoulée sans dispute, seulement des réarrangements. J'ai commencé à me retirer de toute interaction inutile avec les gens à l'intérieur de cette maison. Non pas parce que je me sentais faible, mais parce que j'avais réalisé que l'observation exigeait une distance, un silence, une discipline et un contrôle émotionnel que je n'avais jamais pratiqué avant cet instant. J'ai cessé d'offrir des opinions. J'ai cessé de fournir des informations. J'ai cessé de corriger les malentendus. Au lieu de cela, j'ai observé les schémas, suivi les réactions, mesuré les pauses dans les conversations et mémorisé comment chaque personne se comportait lorsqu'elle pensait que je ne prêtais plus attention. Ce changement ne semblait pas dramatique, mais il était délibéré, comme reculer d'une surface brûlante avant que les dégâts ne deviennent visibles sur ma peau. Mon attention s'est éloignée de l'idée de réparer quoi que ce soit qui avait déjà été endommagé. Le travail est devenu ma structure principale, non pas comme une évasion, mais comme un lieu où les résultats étaient honnêtes, les règles étaient cohérentes et l'effort créait des résultats visibles. Je restais plus longtemps après les heures de fermeture. Je me portais volontaire pour des tâches que d'autres évitaient. J'écoutais davantage pendant les réunions et ne parlais que lorsque je savais que mes mots ne seraient pas ignorés. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma présence avait une valeur mesurable quelque où, même si ce n'était pas entre les murs de ma propre maison. En organisant de vieux dossiers sur mon ordinateur portable, j'ai commencé à remarquer des transactions qui avaient autrefois semblé insignifiantes. De petits transferts sont devenus importants lorsqu'ils étaient placés sur une chronologie. Des contributions occasionnelles se sont transformées en un schéma de soutien constant. J'ai vu des registres de factures partagées, de paiements d'urgence, de dépôts discrets et de dépenses que je n'avais jamais calculées comme faisant partie de mon fardeau parce qu'on m'avait dit que tout le monde portait un poids égal. Les chiffres racontaient une autre histoire. Les sacrifices silencieux racontaient une autre histoire. Le silence autour de ces sacrifices a finalement commencé à prendre sens. J'ai ouvert un carnet privé et j'ai commencé à noter tout ce qui n'appartenait qu'à moi, les détails de compte, les codes d'accès, les mots de passe oubliés, les avantages sociaux qui n'avaient jamais été clairement expliqués, les documents légaux qui restaient intacts dans les tiroirs partagés. J'ai suivi le flux d'argent. J'ai analysé les schémas de dépenses. J'ai créé de l'ordre là où le chaos avait autrefois été acceptable. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté. Pour la première fois, je savais exactement où j'en étais financièrement, mentalement et structurellement dans ma propre vie. Pendant cette semaine, j'ai rencontré ma meilleure amie, Sophie Lefebvre. Elle a écouté sans m'interrompre, sans offrir de solutions dramatiques, sans me pousser vers des décisions que je n'étais pas prête à prendre. Elle n'a pas essayé de me réparer. Elle n'a défendu personne. Elle a simplement permis que l'espace m'appartienne pour une fois. Cette seule conversation est restée avec moi plus que n'importe quelle dispute ne l'avait jamais fait parce qu'elle m'a montré à quoi ressemblait un soutien calme sans conditions ni attentes attachées. Au fil des jours, ma réaction interne à la maison a de nouveau changé. J'ai cessé de me sentir invisible. J'ai cessé de me sentir effacé. J'ai commencé à me sentir détaché. Le détachement a apporté la clarté. La clarté a apporté le contrôle. Le contrôle a apporté une paix qui ne dépendait pas de l'approbation. J'ai compris que je ne me déplaçais plus à l'intérieur du système qu'ils avaient construit pour moi. Je concevais ma propre structure tranquillement, en privé, sans demander la permission à quiconque croyait pouvoir écrire mon rôle pour moi. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas annoncé de changement. Je n'ai pas demandé de reconnaissance. Je suis simplement devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus lire facilement. Cette semaine ne semblait pas dramatique de l'extérieur, mais intérieurement, ce fut la semaine où j'ai cessé d'essayer d'être comprise par des gens qui avaient déjà décidé que j'étais superflu. 2 semaines plus tard, j'ai cessé de demander de l'espace et j'ai commencé à le créer. J'ai fait mon premier vrai pas tranquillement, sans annonce ni préparation émotionnelle, car j'ai compris que la liberté fonctionne mieux lorsque personne n'a le temps d'interférer. J'ai ouvert un compte bancaire personnel qui ne portait que mon nom, en utilisant une succursale différente, un courriel différent, un numéro de téléphone différent. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas senti coupable. Pour la première fois, quelque chose dans ma vie m'appartenait complètement, sans accès partagé, sans question, sans attente silencieuse attachée à chaque euro qui y passait. Après cette étape, j'ai construit un plan financier qui n'appartenait qu'à moi.
J'ai étudié mes revenus d'une manière différente, non pas comme de l'argent destiné à soutenir un foyer qui ne me respectait plus, mais comme une ressource avec laquelle je pouvais concevoir un avenir. J'ai divisé mes dépenses en catégories, les ai suivies au fil du temps, prédit les risques, préparé les urgences. Il ne s'agissait pas d'avidité, ni de peur. Il s'agissait de refuser de rester dépendante d'un système qui avait déjà décidé que j'étais jetable. J'ai commencé à considérer mon temps comme une monnaie, mes compétences comme un levier, et mon énergie comme quelque chose qui méritait une protection attentive. À l'intérieur de la maison, Isabelle a commencé à changer. Ses questions sont devenues plus incisives. Ses yeux restaient sur moi plus longtemps. Son ton changeait lorsque je passais. Elle a commencé à poser des questions vagues sur des documents, des reçus, des cartes, des lettres de banque qui n'existaient pas réellement. Elle essayait de me prendre au dépourvu en posant des questions devant les autres, espérant que j'hésiterais ou exposerais quelque chose sans m'en rendre compte. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai rien confirmé ni nié. Elle n'avait aucune preuve, aucun accès, aucune autorité sur ce que j'avais déjà séparé. Ses soupçons restaient piégés en elle, grandissant sans direction, car le pouvoir devient inutile lorsqu'il ne peut pas toucher à ce qui compte. Au travail, une nouvelle présence est lentement entrée dans ma routine quotidienne. Mon collègue Marc Dubois est devenu partie intégrante de mon environnement par le biais de projets, de réunions, d'échéances, de responsabilités partagées. Il était calme d'une manière qui n'exigeait pas d'attention. Concentré d'une manière qui ne semblait pas menaçante. Il écoutait avant de parler. Il remarquait les détails sans les rendre lourds. Ses interactions ne semblaient pas dramatiques. Elles semblaient stables. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai travaillé aux côtés de quelqu'un qui me traitait comme capable sans que j'aie besoin de prouver quoi que ce soit. Ce simple professionnalisme a changé ma façon de penser au respect parce qu'il m'a montré à quel point cela pouvait être léger quand c'était réel. À mesure que mon indépendance grandissait, ma compréhension de la famille a commencé à changer d'une manière inattendue. La famille a cessé de signifier des murs partagés, des repas partagés, une histoire partagée qui était utilisée comme levier. J'ai commencé à y penser comme alignement au lieu de sang, sécurité au lieu d'obligation, cohérence au lieu de promesses prononcées uniquement lorsque cela arrangeait. J'ai cessé de mesurer l'amour par le sacrifice car le sacrifice ne m'avait rendu plus petite dans cette maison. J'ai commencé à mesurer la connexion par l'absence de peur, par la présence de confiance, par le sentiment que je pouvais exister sans diminuer ma voix ou cacher mon impact. À la fin de ces 2 semaines, je ne me sentais plus comme quelqu'un qui attend d'être accepté. Je me sentais comme quelqu'un qui concevait une structure que personne ne pourrait démanteler discrètement. J'ai passé moins de temps à m'expliquer. J'ai passé moins de temps à défendre mes décisions. J'ai passé plus de temps à construire des couches autour de mon énergie, de mes finances, de mon avenir. Ce n'était pas visible pour quiconque regardait de l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était verrouillé en place. Je ne demandais plus à être vu. Je décidais qui méritait l'accès. 1 mois plus tard, mon nom a commencé à avoir de l'importance ailleurs. Au travail, les choses ont changé d'une manière tranquille mais mesurable. Mon superviseur a cessé de corriger mes rapports et a commencé à les transmettre, ce qui semblait petit sur papier mais lourd de sens car c'était la première fois que quelqu'un faisait confiance à mon jugement sans y attacher de conditions ni de rappel. On m'a confié la responsabilité d'un processus interne mineur. Rien de dramatique, rien de public pour l'instant. Cela a marqué un réel changement dans la façon dont j'étais perçu. Pour la première fois depuis longtemps, ma valeur était enregistrée au lieu d'être remise en question. À la maison, le ton a changé pour différentes raisons. Papa a commencé à poser des questions qui semblaient désinvoltes, mais portaient un poids étrange, principalement sur la paperasse, les lettres de facturation ou les documents qui devaient être organisés. Isabelle a rapidement suivi son exemple, apportant des dossiers dans les espaces communs et les positionnant assez près pour que je les remarque, mais pas assez pour que je les touche. Ils ne demandaient pas directement de l'aide, mais leurs yeux revenaient sans cesse vers moi d'une manière qui semblait calculée, comme s'ils mesuraient jusqu'où ils pouvaient pousser sans admettre qu'ils avaient besoin de moi. Les fissures financières sont devenues plus difficiles à ignorer au fil des jours. Des enveloppes non ouvertes s'accumulaient en petites piles. Des rappels de paiement numérique apparaissaient sur les appareils partagés plus longtemps que d'habitude, et le ton entre eux est passé de confiant à sec. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas offert de solution. Je suis resté là où j'étais,
observant combien de temps il leur faudrait avant de comprendre ce que le silence ressentait réellement quand il leur appartenait. J'ai commencé à remarquer la quantité d'efforts que je consacrais autrefois à maintenir tout ensemble, comblant des lacunes que personne ne me remerciait jamais d'avoir comblées. Cette réalisation ne m'a pas mise en colère. Elle m'a rendue précise. J'ai commencé à planifier mon temps en fonction de mes propres priorités, traitant mon énergie comme une ressource limitée plutôt que comme quelque chose qui existait pour l'entretien familial. Leur chaos n'était plus quelque chose que je me sentais obligé de gérer. Des moments ont commencé à apparaître où mon absence créait une confusion visible. Un formulaire manqué ici, une échéance mal comprise là, de petites défaillances opérationnelles qui étaient auparavant invisibles parce que je les absorbais discrètement. Cette fois, je n'ai rien fait d'autre qu'observer à quel point ils devenaient perdus sans que je corrige leurs erreurs à huis clos. J'ai senti un calme étrange s'installer dans ma routine. Pas le bonheur, pas la vengeance, juste la clarté. Le genre qui vient lorsque vous cessez d'essayer d'être vu par des gens qui ne vous remarquent que lorsque leur monde commence à s'effondrer. J'ai compris sans avoir besoin de preuves qu'ils apprenaient enfin le coup de ne jamais avoir valorisé la personne qui maintenait leur système ensemble. Puis tout s'est effondré sans avertissement. La première fissure est apparue dans la paperasse, pas dans les voix. J'ai remarqué des enveloppes inconnues empilées près de la table d'entrée marquées de lettres en gras provenant d'agences financières qui n'utilisaient pas de langage amical ni de formatage patient. Ce qui m'a immédiatement dit que ce qui se passait dans cette maison était désormais visible pour le monde extérieur d'une manière qui ne pouvait être contrôlée. C'est à ce moment-là que j'ai appris pour la première fois ce que Lucas cachait. Il avait accumulé de graves dettes de cartes de crédit et des prêts personnels sous son propre nom avec une documentation légale qui ne laissait aucune place au déni ou à la confusion parce que les dossiers contenaient des numéros de compte clairs, des signatures originales et des conditions de remboursement qui avaient déjà été violées. Je ne l'ai pas confronté parce qu'à ce stade, l'observation me semblait plus précieuse que la réaction. En quelques jours, la maison a cessé de se sentir privée. Des agents de recouvrement ont commencé à apparaître au portail d'entrée, parlant d'un ton ferme et professionnel qui restait juste assez poli pour rester légal, mais assez froid pour rendre le message impossible à ignorer. Ils venaient avec des dossiers, des numéros d'affaires et des menaces discrètes de poursuite, créant une pression qui persistait dans l'air longuement après leur départ, ce qui changeait le rythme du foyer d'une manière qu'aucune dispute n'avait jamais fait. Papa l'a senti avant que quiconque ne l'admette à voix haute. Il a commencé à se déplacer dans la maison comme un invité au lieu d'une figure d'autorité, évitant les longues pauses près du courrier non ouvert, évitant les conversations qui nécessitaient des décisions, évitant le contact visuel direct lorsque certains mots étaient mentionnés. Je pouvais voir la peur s'installer derrière son expression parce que le risque n'était plus émotionnel. C'était légal et financier, avec de réelles conséquences liées à la propriété, aux obligations co-signées et aux actifs placés par erreur comme garantie. Isabelle a le plus changé. Sa voix s'est adoucie d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, perdant sa netteté et son contrôle habituel, remplaçant les ordres par des questions qui sonnaient étrangères dans sa propre bouche. Elle a commencé à planer près de moi chaque fois que le sujet des documents était abordé, choisissant soigneusement des phrases qui ressemblaient à de l'inquiétude, mais portaient le poids du désespoir juste sous la surface. Finalement, la demande est venue sans cérémonie. Papa et Isabelle se sont assis en face de moi avec des formulaires préparés, me demandant de signer en tant que garante financière pour stabiliser leur position chancelante, expliquant que ma signature ne serait qu'une formalité, qu'elle n'affecterait jamais vraiment ma vie. Et que les familles étaient censées se protéger mutuellement dans des moments pareils. Ils parlaient lentement, comme des gens essayant de marcher sur du verre brisé sans se couper. J'ai lu chaque ligne avant de parler. Je n'ai ressenti aucune hâte, aucune colère, aucune satisfaction, car à ce moment-là, mes émotions s'étaient installées dans quelque chose de plus froid et de plus clair. Je les ai regardées et j'ai dit calmement, « Vous avez dit que je n'avais pas d'importance, alors je ne signe rien. » Personne n'a crié. Personne n'a claqué la table. Le silence qui a suivi était plus lourd que toute confrontation parce que cette fois, le pouvoir ne venait pas du volume. Il venait de la finalité. J'ai remis les papiers dans leur dossier, je me suis levé sans un mot de plus et je suis sorti de la pièce, sachant que tout ce qui restait de ce système n'avait plus besoin de mon rôle. 6 mois plus tard, le calme ne semblait plus vide. Il semblait propre. J'ai déménagé sans le dire à personne. Il n'y a eu ni adieu, ni explication, ni adresse de réexpédition. J'ai choisi un petit appartement dans un autre quartier de la ville, signé le bail, transporté tranquillement mes affaires en 2 voyages, puis j'ai fermé la porte derrière moi sans cérémonie.
Le silence à l'intérieur de cet espace semblait stable, pas solitaire, et pour la première fois en années, il n'appartenait qu'à moi. La vie en dehors de leur maison a commencé à prendre forme lentement. J'ai changé mes routines, marché dans différentes rues, appris de nouvelles épiceries, construit des habitudes qui ne dépendaient de l'approbation de personne. Rien n'était dramatique. Rien n'était bruyant. La stabilité a grandi dans des endroits où le chaos avait vécu auparavant. En même temps, les conséquences de leur choix continuaient de se propager. La banque locale a formellement retiré tout accès au crédit à leur foyer après que les paiements manqués sont devenus des défauts officiels. Leur longue histoire avec cette succursale ne signifiait rien une fois que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Des portes qui s'ouvraient autrefois automatiquement ont commencé à rester fermées sans explication. La situation de Lucas est devenue légale. Une action en justice civile a été intentée, correctement documentée, correctement programmée et enregistrée de manière permanente. Il n'y a pas eu de scène dramatique. Il n'y a pas eu de confrontation bruyante. Il y avait de la paperasse, des timbres de dépôt, un langage formel et un calendrier qui avançait sans émotion. Je l'ai appris uniquement parce que quelqu'un l'a mentionné nonchalamment, comme s'il s'agissait de la météo. Papa et Isabelle ont perdu quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré sur papier. Leur position dans la communauté s'est érodée tranquillement. Les invitations ont cessé d'arriver. Les conversations sont devenues plus courtes. Des visages familiers ont commencé à détourner le regard dans les espaces publics. La réputation, une fois fissurée, ne s'est pas réparée d'elle-même. J'ai observé cela de loin, sans satisfaction, sans chagrin, sans implication. Il n'y a eu aucune réunion, aucun appel téléphonique tardif, aucune excuse, aucune tentative de se reconnecter. Je n'ai pas cherché à obtenir une conclusion parce que j'ai compris que certaines portes ne se ferment pas bruyamment. Elles cessent simplement d'exister. Le calme dans lequel je vivais est devenu un outil, pas une punition. J'ai commencé à dormir sans tension dans ma poitrine. J'ai cessé de vérifier mon téléphone pour des messages qui n'arrivaient jamais. J'ai commencé à planifier un avenir qui n'incluait pas de justifier ma valeur auprès de personnes qui refusaient de la voir. Pendant longtemps, j'ai pensé que la force ressemblait à l'endurance. Je croyais que la survie exigeait le silence. Je croyais que la loyauté signifiait tolérer l'effacement. Quelque part en chemin, j'ai appris que la force est parfois la permission de s'éloigner sans permission. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu. Votre valeur n'est pas créée par des gens qui bénéficient de votre silence. Elle n'est pas mesurée par combien vous endurez, combien vous sacrifiez, ou à quel point vous vous permettez de devenir invisible. Les limites ne sont pas de la cruauté. La distance n'est pas une trahison. Personne n'a l'autorité de définir votre valeur ou de fixer le prix de votre présence dans leur vie. Vous n'êtes pas obligé de vous diminuer par amour, et vous n'avez pas tort de choisir la paix plutôt que la familiarité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. J'apprécie vraiment le temps que vous avez passé à la lire et à vous y connecter. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. Si vous étiez dans cette situation, que choisiriez-vous de faire? Partiriez-vous discrètement comme je l'ai fait, ou les affronteriez-vous directement? Partagez votre perspective dans les commentaires. Votre voix compte.